Comment redonner du sens au travail? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Thomas Coutreau, statisticien, économiste et co-auteur avec Coralie Pérez du livre Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Livre paru en 2022 aux éditions du Seuil. Bonjour Thomas. Bonjour Denis. Pour commencer, je souhaiterais savoir comment vous avez récolté de la donnée, au final comment vous avez mené votre enquête pour l'écriture de votre ouvrage Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Mais en fait, le travail de collecte des données a commencé il y a déjà une dizaine d'années par ma co-auteure, un travail qu'elle avait fait lors d'une recherche sur les ruptures du contrat de travail dans les années 2008-2009. Elle avait interrogé une trentaine de salariés qui venaient de quitter leur entreprise, et pour comprendre un petit peu le contexte de ces départs. Et au fil des entretiens, elle s'est rendue compte que la question du sens du travail revenait de façon récurrente dans les discours des salariés, et plus précisément le constat d'une perte de sens qui les avait amenés à enclencher un départ ou à enclencher une mécanique de rupture, d'éloignement en tout cas de l'entreprise, qui avait parfois abouti à un licenciement. Et ces situations de perte de sens du travail étaient souvent référées par les enquêtés à des changements, par exemple d'actionnaires, à des changements de direction ou à des changements importants dans l'organisation du travail qui les éloignaient de ce qui faisait pour eux le sens de leur travail, ce qui était important pour eux dans leur travail. Donc ce sentiment de déception, de désillusion, de perte de sens les avait amenés à partir. Et à la suite de ce constat qualitatif de terrain, avec Coralie Pérez, nous nous sommes mis à travailler sur des données statistiques pour voir un petit peu si on retrouvait dans les données, dans des enquêtes plus générales, sur des enquêtes statistiques nationales, des enquêtes conditions de travail du ministère du Travail, si on retrouvait des résultats du même type. Et donc ça nous a amené à bosser sur les enquêtes conditions de travail de la DARES, ministère du Travail, de 2013, 2016 et 2019. D'accord. Et de ces enquêtes en fait à la fois qualitatives et quantitatives, qu'est-ce que vous avez appris sur le sens du travail ou au travail, et qu'est-ce qui au final donne ou retire du sens au travail? Alors en fait, avant de mener et d'interpréter surtout nos résultats, on a dû faire un petit détour théorique pour essayer de comprendre de quoi on parlait et comment on pouvait concevoir, mettre en concept cette notion assez vague au départ du sens du travail. On s'est appuyé pour ça sur la théorie de la psychodynamique du travail de Christophe Dejour, qui nous indiquait que en fait le travail étant une activité de transformation du réel, il pouvait trouver du sens au regard de ces enjeux de transformation. Alors transformation, qu'est-ce qu'on transforme en travaillant? On transforme le monde déjà, on produit des choses, on produit des biens, des services, donc ça transforme l'état du monde, ça transforme la nature. Ensuite, on transforme la société, puisqu'en travaillant, on produit ou on reproduit des règles sociales, des normes éthiques, et puis enfin, on se transforme soi-même, puisque quand on travaille, on est amené à développer son expérience, à utiliser, à mobiliser son intelligence, ses compétences, dans le meilleur des cas, et à se développer soi-même. Et donc, avec ces trois dimensions du sens, l'utilité, le sentiment d'utilité sociale, la cohérence éthique, pouvoir travailler en conformité avec ses valeurs, ses normes, et puis la capacité de développement dans le travail, l'apprentissage de choses nouvelles. C'est ces trois dimensions qui nous ont ensuite permis de structurer je dirais une approche plus empirique à partir des enquêtes, à partir des données sur les conditions de travail. On a construit des indicateurs statistiques reflétant ces trois dimensions, et puis un indicateur synthétique qui reflète globalement le niveau de sens du travail pour un individu ou pour une profession donnée. Et donc ça nous a permis à la fois de conceptualiser et de mesurer cette notion de sens du travail. Et puis le principal résultat finalement que nous ont permis de trouver cette approche théorique et empirique, c'est la confirmation
de la première intuition que Coralie Pérez avait eue en menant ses entretiens, c'est bien le sens du travail qui est un des facteurs prédominants pour expliquer les départs volontaires, les démissions des salariés sur le marché du travail. Autrement dit, on a pu montrer avec notre enquête, avec nos enquêtes conditions de travail, que le fait d'avoir un faible sens, de trouver un faible sens à son travail était le facteur qui prédisait le plus la rupture, la démission volontaire dans les années qui suivaient. D'accord, et est-ce que vous avez trouvé des tendances dans cette perte de sens au travail, des tendances à la fois en lien avec le métier des personnes ou le secteur dans lequel ils travaillent? Oui, alors il est clair que tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne concernant la possibilité d'y trouver du sens. Un premier facteur qui est très favorable au sens du travail, c'est de travailler directement en contact avec les destinataires du travail, en contact avec le public ou les usagers. Parce que là, on peut voir immédiatement l'apport que notre travail donne à ce bénéficiaire. Mais en même temps, on constate aussi que ces métiers, par exemple les métiers du care, les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, se distinguent par un fort sentiment d'utilité sociale, aussi une capacité de développement assez importante. C'est des métiers où on apprend, où on accumule de l'expérience, où on a une certaine autonomie dans son travail. Mais c'est des métiers qui sont très marqués par des conflits éthiques, hein, un manque de moyens, une prescription de plus en plus tatillonne des actes de travail qui fait que les personnes... Alors ça fait perdre du sens au travail. Hein, c'est d'ailleurs ce qui explique le mouvement de démission qu'on observe depuis plusieurs années dans les métiers du soin et maintenant aussi dans les métiers de l'enseignement. Donc voilà, ça c'est des métiers qui sont plutôt riches en sens, mais qui sont quand même en crise du fait des conflits éthiques. Après, on a des métiers qui sont totalement en crise du point de vue du sens, dans toutes les dimensions. Et par exemple, on donne l'exemple des métiers de la banque. Les conseillers bancaires ou les cadres de la banque souffrent à la fois d'un sentiment de ne pas être très utile socialement, voire même d'être mal vus du fait des frasques des banques, par exemple lors de la crise financière des années 2000, mais aussi des conflits éthiques parce que les banques poussent leurs employés avec des objectifs chiffrés à vendre des produits d'épargne de façon de plus en plus insistante auprès des clients, hein, parfois au détriment même de ses clients. Et puis enfin, des problèmes d'autonomie, de capacité de développement au travail qui sont très entravés par une mise en procédure, une mise, disons, du métier sous la domination de l'algorithme. Hein, finalement, c'est les algorithmes qui prennent des décisions à la place des conseillers bancaires. Donc on a vraiment des métiers là qui sont en crise du point de vue du sens. Et justement, vous parlez de cette crise de sens. Est-ce que cette crise de sens est récente? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer depuis quelques années ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui s'inscrit dans la durée? Alors, ça s'inscrit dans la durée. En fait, on peut dater le point de basculement, nous semble-t-il, du début de la mise en place et de la généralisation du management par le chiffre. Hein. Le management par le chiffre, ou qu'on appelle aussi lean management ou new public management dans le service public, c'est un mode de gestion du travail qui consiste à prescrire dans le détail les activités de travail et surtout à fixer des objectifs chiffrés qui vont servir à guider et à évaluer le travail, hein, et à amener, à obliger les salariés à faire ce qu'on appelle du reporting, c'est-à-dire à entrer dans des systèmes d'information numériques en permanence, entrer ce qu'ils font, les résultats qu'ils obtiennent, les actes qu'ils déploient. Et cette surveillance et cette prescription croissante du travail, imposée par ce management par les chiffres, aboutit à cette perte de sens, parce que les salariés, les objectifs chiffrés qu'on leur fixe correspondent rarement à ce qui est vraiment important pour eux dans leur travail. Hein. On voit bien, par exemple, typiquement dans les métiers de soins, il y a des objectifs en termes de temps maximum passé à chaque acte de soins qui correspondent pas enfin, qui sont souvent en décalage par rapport aux besoins des personnes, aux besoins des patients ou des personnes dépendantes, qui amènent ces fameux conflits éthiques dont je parlais tout à l'heure.
Oui. Et vous expliquez en introduction que cette perte de sens est, on va dire, le facteur dominant ou un des facteurs les plus importants expliquant des démissions. Mais enfin des démissions volontaires, est-ce qu'il y a euh, d'autres conséquences en fait de cette perte de sens dans la carrière pour la carrière des personnes? Il y a des conséquences majeures. Alors pour les personnes qui arrivent à démissionner et à trouver un autre emploi, on montre, les enquêtes permettent de montrer que l'emploi qu'ils retrouvent, ces personnes retrouvent un emploi qui en moyenne a plus de sens, hein, et des conditions de travail plus favorables. Donc c'est une stratégie plutôt gagnante de changer d'emploi quand votre travail a perdu son sens. Mais par contre, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de salariés pour qui c'est très difficile de renoncer à l'emploi actuel et surtout d'espérer en trouver un équivalent. Et là, continuer à travailler alors que son travail n'a plus de sens, eh bien, c'est très dangereux pour la santé. On a pu mesurer ça, on a pu objectiver ça. Pardon. La probabilité de tomber en dépression si on continue à travailler malgré une perte de sens de son travail est multipliée par 2. Que ce soit d'ailleurs pour les cadres ou pour les ouvriers ou les employés beaucoup moins qualifiés. Ça n'est pas du tout un privilège de riche. Cette question de sens du travail, elle est importante à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Travailler alors qu'on ne trouve pas de sens à son travail, c'est vraiment un facteur de dépression, un facteur d'absentéisme maladie. On a pu aussi l'objectiver par des études statistiques. Donc là, cet effondrement du sens peut amener à un effondrement de la santé. Ça s'explique par le fait que quand on écrase ce qu'il y a de vivant dans le travail des personnes, hein, ce qui leur permet, ce qu'on appelle le travail vivant, hein, c'est-à-dire la capacité de développer dans son travail ses habiletés, son intelligence, sa sensibilité, son attention à soi-même et aux autres, si ça est écrasé par le management, écrasé par les objectifs chiffrés, par le reporting permanent, eh bien voilà, la santé en est gravement affectée. D'accord. Et est-ce que ça se traduit également par des engagements, que ce soit des engagements syndicaux, des engagements pardon, en dehors de la sphère du travail pour réussir à retrouver du sens dans ce qu'on fait? Alors oui, on a pu montrer que la perte de sens du travail favorisait dans une certaine mesure l'engagement, par exemple l'adhésion à un syndicat. Mhm. Mais là, l'effet est quand même plus limité, hein, par rapport. Il y a un effet très fort de la perte de sens sur la probabilité de démission ou sur la probabilité de tomber malade. L'effet sur l'engagement syndical est significatif, mais plus faible, hein. Euh, et on peut trouver là une des causes euh, finalement de cette faible capacité d'engagement syndical suite à une perte de sens du travail, probablement liée au fait que les organisations syndicales, traditionnellement, ne prennent pas beaucoup en compte dans leur stratégie cette question Mhm. du sens du travail pour les personnes, hein. C'est un progrès important qu'elles auraient à faire. Oui, tout à fait. J'ai parfois l'impression qu'elle se concentre sur les conditions, le salaire, mais peu sur le travail réel et on va dire le sens donc qu'on vient d'évoquer. Euh, Est-ce que c'est une intuition ou un avis que vous partagez? Oui, clairement, dans le logiciel, on va dire, historiquement constitué de l'action syndicale, des registres d'action du mouvement syndical, ce qui passe en premier, c'est la question des salaires, la négociation des salaires, des carrières, la protection de la santé contre les atteintes liées à de mauvaises conditions de travail, hein, comme les produits chimiques ou le travail de nuit. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en charge par le mouvement syndical depuis longtemps. Mais les aspects plus qualitatifs, comme le sens du travail, l'organisation du travail, qui est Mhm. déterminante, hein, Oui. comme je viens d'expliquer dans la possibilité de trouver du sens, ça, ce sont des domaines dans lesquels le mouvement syndical s'est peu engagé et a peu d'expérience d'action et de revendication. Alors ça commence à changer, parce qu'il y a des responsables syndicaux et non des moindres, qui insistent beaucoup aujourd'hui sur la nécessité pour les acteurs syndicaux de s'intéresser à l'organisation du travail et de contester le monopole
des entreprises, des directions d'entreprises sur les décisions en matière d'organisation du travail, mais ça reste encore des expériences embryonnaires et fragiles. Et en fait, avec cette perte de sens du travail que vous évoquez, enfin au travail, pardon, est-ce que, enfin, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a aussi tout un business qui se crée autour de cette perte de sens. Par business, j'entends des séances de coaching, des formations, mais aussi tout un tas de nouvelles modes managériales qui apparaissent et des nouvelles modes aussi organisationnelles. Je pense à la sociocratie, je pense aux entreprises libérées ou aussi plus récemment aux entreprises à mission. Dans tous ces concepts qui sont présentés comme innovants, est-ce que vous voyez des moyens de redonner du sens au travail ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part les tentatives de redorer un peu le blason des entreprises en leur donnant une mission, entre guillemets, d'intérêt social ou environnemental. Ça rejoint d'ailleurs les démarches plus anciennes de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Oui. Bon, ça, on montre dans le livre que, enfin, c'est pour l'essentiel, il s'agit de greenwashing ou de social washing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflexion réelle dans les politiques, dans les stratégies, aussi bien d'organisation du travail que de développement des entreprises à la suite de ces politiques. Et en particulier, on a pu objectiver ça par le fait qu'il n'y a pas un sens du travail plus important dans les entreprises qui pratiquent des démarches de responsabilité sociale et environnementale. Alors, autre chose sont les expériences qui visent à transformer véritablement l'organisation du travail. Alors là, il ne s'agit pas seulement d'afficher des bonnes intentions, mais il s'agit de transformer concrètement la façon dont le travail est organisé, en particulier de relâcher la pression du commandement hiérarchique et de donner beaucoup plus d'autonomie aux individus et aux équipes. Donc ça concerne le mouvement des entreprises libérées. Effectivement, la pointe avancée, on peut dire, de la réflexion en la matière, c'est la sociocratie ou l'holacratie. Ce sont des expériences qui sont intéressantes sur le principe et sur les idées qu'elles ont développées, en particulier parce qu'elles montrent de façon assez concrète qu'il est tout à fait possible d'organiser le travail de façon beaucoup plus démocratique, de façon beaucoup plus décentralisée, en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre et d'autonomie aux équipes et aux individus, et que ça ne porte pas du tout atteinte à l'efficacité et encore moins à la qualité du travail. Et en plus, ça a des effets plutôt positifs sur le moral et sur la santé mentale des salariés. Et donc en ça, ces expériences sont intéressantes, mais elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles parce que elles amènent finalement un lâcher-prise, je dirais, des managers auxquels, dans la plupart des cas, ils sont très réticents. Et beaucoup de ces expériences, après des débuts assez florissants, voire éblouissants, dans pas mal de cas, ont connu des retours en arrière parce que des managers ou des actionnaires ont pris peur de voir le développement de l'autonomie d'autonomie des salariés, qui pourrait les amener finalement à contester la légitimité de l'organisation de l'entreprise. Oui, et qui conteste même la condition salariale qui est basée sur la subordination. Donc, peut-on réellement donner du pouvoir à ceux qui font dans un contexte salarial qui est donc basé sur la subordination ? Il y a un conflit, il y a un enjeu de conflit là. Donc, dans quelle mesure peut-on faire reculer les frontières de la subordination ? C'est vrai que le contrat salarial, à la base, est un contrat de subordination, est une relation de subordination. Le salarié s'engage à obéir aux consignes, aux ordres de l'employeur en échange d'un salaire. Le pari, c'est que là, il y a un enjeu de lutte sociale aujourd'hui et qu'il est possible de développer à la fois des luttes et des conquêtes institutionnelles qui feraient reculer la subordination dans l'organisation du travail, et permettrait au travail vivant de se déployer bien davantage et de faire en sorte que ce qu'on appelle le travail mort, c'est-à-dire les consignes, les instructions, les procédures, les logiciels, les machines, tous ces outils qui sont nécessaires pour organiser le travail, mais ne soient plus l'alpha et l'oméga de l'organisation, puis soit au service du travail vivant. Et donc, nous, on pense qu'il est possible de développer à la fois des luttes sociales et des conquêtes institutionnelles qui feraient reculer l'emprise du travail mort sur le travail vivant et feraient reculer
la subordination dans la relation de travail. Alors, par exemple, nous proposons le développement d'espace et de temps de délibération sur le travail entre collègues, entre pairs. C'est ce que nous appelons la réduction du temps de travail subordonné. Et lors de ces réunions, qui seraient animées par des élus du personnel, des élus de proximité, les salariés seraient amenés à réfléchir ensemble sur les manières d'améliorer l'organisation du travail, aussi bien du point de vue de la qualité du travail que du point de vue de la santé des salariés et même des destinataires du travail et même de l'environnement, puisque cette question doit maintenant être affrontée de façon tout à fait importante dans le cadre même du travail. Il faut quand même pas oublier que l'essentiel des pollutions qui détruisent aujourd'hui les écosystèmes trouvent leur origine dans le travail. Donc il est important de pouvoir délibérer collectivement sur ce qu'on produit, pourquoi on le produit et comment on le produit. Ce que nous pouvons synthétiser finalement avec un slogan assez simple, c'est délibérer, il faut ralentir pour délibérer. Tout à fait. Et vous évoquez donc cette importance de contester la subordination, de réduire un petit peu, de ralentir donc pour délibérer. Et pour conclure, je serais intéressé de savoir, au-delà de ce que vous venez d'évoquer, qu'est-ce qui est possible de faire pour redonner du sens au travail, quelles sont les solutions. Vous avez pointé du doigt la gouvernance par les nombres, l'absence de démocratie en entreprise et le management financier comme condition essentielle de la perte de sens au travail. Et comment faire justement pour sortir de cette situation ? Je crois il y a deux pistes fondamentales. D'une part, du point de vue du mouvement de la société civile, il faut pousser le plus loin possible les expérimentations sociales en cours, qui sont déjà en train de se développer aujourd'hui et qui visent à redonner du sens au travail en affirmant le savoir-faire, les compétences des travailleurs, leur travail vivant. Donc je pense aux expériences syndicales que j'évoquais tout à l'heure, ce que certains appellent le syndicalisme de la feuille blanche, ce qui veut dire, vous voyez, un changement de posture syndicale. Au lieu d'arriver auprès des salariés avec un tract sur lequel tout est rédigé, toutes les revendications sont déjà écrites, on va au contact des salariés avec une feuille blanche et on discute avec eux de ce qui serait possible de faire pour améliorer leur travail, le sens de leur travail. Tout ça, c'est vraiment une expérimentation, un type de développement d'action et de registre d'action syndicale qui nous semble tout à fait essentiel dans la période à venir. Mais il y a aussi des expériences comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qui permettent de construire une véritable gouvernance partagée dans l'entreprise. Le développement de ces formes d'organisation démocratique du travail, comme la sociocratie, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il est important de pousser le plus loin possible ces expérimentations. Et puis, deuxième dimension, c'est d'instituer, de concevoir des politiques publiques au service du travail vivant, comme par exemple la réduction du temps de travail subordonné que j'évoquais tout à l'heure, ou bien des avancées dans une gouvernance plus partagée. On peut parler de codétermination, on peut parler de démocratisation de la gouvernance des entreprises. Isabelle Ferreras, une chercheuse belge, a proposé le concept de bicaméralisme d'entreprise, avoir une entreprise gouvernée par deux chambres, celle du travail et celle du capital, qui devraient trouver un accord pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Voilà, il y a toute une série de propositions et de débats qui doivent inspirer à l'avenir des politiques publiques pour démocratiser les décisions en matière d'organisation du travail. Il y va vraiment de la santé des salariés, de la santé des écosystèmes et puis de la santé de la démocratie aussi, parce que la négation de la démocratie dans le travail que nous vivons aujourd'hui est un véritable poison à long terme pour la démocratie dans la cité. Merci Thomas. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire », livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités et afin de vous inscrire à notre newsletter. Pensez également à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci
et à très bientôt.